On a une dizaine de minutes pour des réflexions ou des questions. Donc, qui souhaitent... Oui, on va commencer par vous au fond parce que le micro est à côté. Et ensuite, merci de porter le micro ici. Relevez la main. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour. Merci à Pauline pour, comme toujours, son exposé très, très percutant des situations. Pardon, oui, excuse, oui, Raphaël Bonte, Lille Métropole, Communauté Urbaine, oui. Merci pour cet exposé. Il y a juste un point où je me permettrais d'ajouter peut-être vous avez évoqué la multiplicité des critères de priorité. Et effectivement, on connaît bien cela sur Lille Métropole. Et vous avez considéré que la multiplicité des critères de priorité faisait que finalement, à avoir trop de priorités, il n'y avait plus de priorité. Ça s'entend, ça se discute aussi. Ça s'entend parce qu'effectivement, il y a un espèce de brouillage de l'image des priorités dans l'esprit des personnes, notamment des professionnels. Inversement, si autour des priorités développées, il y a un portage politique et des moyens techniques d'accompagnement, pour que toutes les situations prioritaires soient portées au niveau, je pense que du coup, l'effet de portage dépasse l'effet de brouillage. Mais ça, c'est tout à fait notre actualité sur la métropole lilloise. Le second point, vous avez relativement moins parlé que d'habitude, excusez-moi de dire ça comme ça, du contexte politique. Or, dans nos affaires, je pense que le portage politique local et national est quelque chose de très important. Et je me permets juste là, sans développer, de le rappeler. Le troisième élément, c'est en revanche pour apprécier la réflexion sur l'imprégnation que peut apporter Housing First par rapport aux pratiques des professionnels, notamment sur cette question de mettre la personne au centre. Vous avez évoqué les politiques de peuplement à juste titre. Dans ces politiques, on a tendance à dire, voilà, il y a un objectif pour telle commune ou tel bailleur de loger tant de personnes prioritaires. Et Housing First bouscule un peu ça en disant, c'est la personne qui choisit son logement. Ce qui est extrêmement perturbateur par rapport à un raisonnement qui est de se dire on est en pénurie de logement, donc on gère la pénurie de logement avec un système de priorité, mais où effectivement on essaiera de mettre la personne là où on peut en fonction des critères de peuplement qu'on a définis par ailleurs. Donc voilà les quelques réserves, mais aussi l'appréciation et le remerciement que je voulais formuler. Merci. Allez-y, et pendant ce temps-là, on porte le micro ici au 4e rang. Allez-y. Gaël Klein, éducation en réduction des risques sur le programme d'un chez soi à Paris. Merci beaucoup pour votre exposé. Assez clair, motivant et très intéressant. Depuis quelque temps, je commence à me poser une question. Je sais que ce que nous faisons actuellement est assez historique sur le point de vue de la psychiatrie. On a l'habitude de dire qu'on travaille sur les forces de la personne, du locataire. J'aime pas trop le terme usagé, je préfère, dans la réduction des risques forcément, je préfère dire locataire. On travaille aussi sur les forces de chacun d'entre nous, des professionnels, que ce soit des psys, des médecins, des infirmières, des éducs. On remet en question constamment notre savoir-faire et notre pratique parce qu'on expérimente. On vient d'horizons divers et variés. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres équipes, Lille, Toulouse, Marseille, mais sur Paris, on est un peu détaché de diverses associations. On est arrivé avec nos connaissances, nos savoir-faire. Il a fallu qu'on les remette en question, qu'on les remette en cause, de trouver de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies qui sont très motivantes. C'est un métier très enrichissant et épanouissant d'un point de vue personnel. La seule inquiétude en ce qui me concerne, et c'est vraiment depuis peu, on sait que ce programme soulève des enjeux économiques et malheureusement politiques qui créent ainsi des clivages. Et je voulais savoir comment est-ce que nous allons pouvoir surmonter ces clivages en sachant que la mission qui nous est commune à toutes et à tous ici, c'est le bien-être de la personne et la pérennité du programme. Merci. Madame, allez-y. C'est Catherine Richard. Donc, je travaille à la Direction régionale Jeunesse et Sport Cohésion sociale Île-de-France sur les questions de santé. Moi, c'est en effet une question par rapport à la belle présentation de Pauline, qui est, il n'y a pas un seul mot sur le droit. Or, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que c'est évidemment un accès au droit et à tous les droits, puisque le logement, c'est d'abord la domiciliation, et c'est ce qui
permet sur un territoire d'accéder à tous les droits comme tout citoyen. Voilà. La deuxième est en effet très politique. J'ai l'impression qu'on tourne autour et malgré les politiques de peuplement comme tu l'as abordé et comme les deux personnes précédentes l'ont dit aussi, tu ne touches en rien aux politiques. C'est-à-dire que tu tournes autour, mais tu n'es pas dedans. Donc voilà, et j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'il me semble quand même que les bailleurs, et aussi dans les commissions, et les politiques de peuplement et de répartition, etc., c'est excessivement politique. Et voilà. Merci. Encore ici, juste au deuxième rang, 2 demandes, et puis après, une réponse de Pauline. Oui, bonjour, Xavier Benoît, Fédération nationale des pactes. J'étais très intéressé par votre exposé qui donne même un éclairage sur les pratiques associatives en matière de logement qui ont pris leurs racines sur la capacité des acteurs associatifs à utiliser la force des locataires pour se rétablir dans un certain nombre d'associations, qui est un mouvement parallèle au mouvement du logement social, qui produit le logement. Et puis après, la personne doit s'adapter au logement. Alors j'ai quand même 2 questions par rapport à votre scénario. La première, c'est quel est le poids des facteurs défavorables à la dissémination? Est-ce qu'il aurait tendance à se réduire pour que les facteurs favorables prennent un peu d'ampleur? Et la deuxième question, c'est, étant donné que les publics concernés par la démarche, on les a partout, on ne les a pas que dans ce programme, comment on peut travailler, et je suis assez preneur, sur la dissémination des pratiques qui pourraient être reproduites sans utiliser le modèle avec un grand M, mais en s'appuyant sur les forces des petits modèles existants et qui essaient de se développer sur l'ensemble du territoire sur ces questions-là. Merci. Merci, Madame. Allez. Oui, comme hier, on n'a pas pu s'exprimer après le bilan, ni ce matin après le professeur Neudin, donc ce que je voudrais dire, c'est quand même plus en rapport avec tout cela, enfin c'est un rapport à ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a pu constater que les personnes à la rue sans domicile l'étaient environ 80 mois avant d'entrer dans ce programme. Donc je pense que là, ça met en évidence la nécessité d'un service social spécialisé pour une prise en charge plus précoce. D'autre part, au niveau de la prévention de la mise à la rue et de la sortie de rue, bon, on a dit que ces personnes étaient toutes des malades mentales, mais moi j'aimerais savoir s'il y a eu des études de fait, si parmi les personnes à la rue, combien ont eu un traitement psychiatrique avant, les ayant mises sous camisole chimique, donc les rendant apathiques, incapables d'agir. Et dans ce cas-là, les patients ne sont plus acteurs de leur vie. Et alors, ce qui crée des situations insupportables. Par exemple, un conjoint marié ne fait plus rien, n'ouvre plus son courrier, ne fait plus les courses, les tâches ménagères. Donc ça entraîne bien souvent un divorce et c'est ça qui met les gens à la rue. Ou bien alors, s'il n'ouvre plus son courrier, il ne paye pas ses factures, il a des impayés, des majorations. Et là aussi, il peut y avoir une saisie, une mise à la rue. Donc, il y a plus d'une centaine d'associations de patients psychiatriques. Il n'y a pas une centaine d'associations de patients ayant été opérés de l'appendicite ou soignés d'un ulcère d'estomac. Donc il faut peut-être qu'on en tienne compte aussi, hein. Il y a quand même le courant de l'antipsychiatrie qui a eu comme tête de file le professeur Édouard Zarifian et qui a d'autres professeurs de psychiatrie qui se sont dit... au bout de 5 à 10 années de pratique, qu'ils constataient que leurs patients n'allaient pas mieux avec la chimie traditionnelle et que pour des raisons éthiques et déontologiques, ils sont retournés à la fac, passer un doctorat de psychanalyse clinique. Donc ça doit quand même aussi interroger, hein. Donc, merci. Voilà. Et parmi tous les patients qui étaient actuellement traités en psychiatrie, parmi ces psychiatres ayant le double doctorat, ils avaient constaté que seulement 3% relevaient obligatoirement d'un traitement psychiatrique, hein. Voilà, donc j'ai voulu... Et puis le professeur Jean-Pierre Ollier avait demandé déjà en 1995 qu'avant de mettre quelqu'un sous traitement psychiatrique, on lui fasse passer un scanner cérébral et qu'il y ait un scanner de contrôle quelques mois plus tard afin de vérifier l'innocuité des traitements. Et là, il n'y a pas eu de suite de données. Or, les patients ont peut-être droit à ça. Merci. Vous ne vous étiez pas présentée, madame. Excusez-moi, Martine du CCRPA Île-de-France. Merci. Sylvain Mathieu. Après d'abord. Pauline
Rantaire d'abord pour une politologue qui ne fait pas assez de politique, si j'ai bien compris les interpellations. Alors, je vais commencer par la question de Raphaël Bonde de la communauté urbaine de Lille. L'effet de portage efface l'effet de brouillage. Heureusement. Vous dites tous, il n'y a pas de politique là-dedans. Mais non, quand on parle du DALO, on parle de politique. Quand on parle de politique de peuplement, hein, c'est quand même bien l'impulsion des élus qui fait qu'on rééquilibre ou non de manière communautarisée le peuplement dans une communauté urbaine. Donc, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais quand j'ai fait mes ronds psychiatrie, addiction, logement et hébergement insertion, c'est-à-dire qu'il y a des politiques psychiatriques, il y a des politiques d'hébergement, il y a des politiques de logement. J'ai pas effectivement assez insisté là-dessus. Quand je dis que quand j'ai décrit des systèmes avec des modèles majoritaires et minoritaires, ils sont majoritaires aussi parce que c'est une volonté politique de les établir comme tels. La deuxième question concernait les enjeux économiques et politiques. Alors sur les enjeux économiques, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment, c'est moins mon rayon. Je ne sais pas si quelqu'un de la recherche quantitative veut intervenir, hein, puisqu'il y a quand même une dimension sur l'évaluation économique de la stratégie chez Soi d'abord. Par rapport à la question de Catherine Richard, il n'y a pas un seul mot sur le droit. Alors bon, quand on parle de logement d'abord, on est effectivement dans le domaine des droits. Et le principe de base, en tout cas, du programme dans son modèle interventionnel, qui est quand même celui du logement d'abord, c'est de ne pas conditionner l'accès à un logement, alors à un traitement ou à un engagement d'abstinence, mais c'est surtout de considérer qu'un trouble de la santé mentale ou une addiction n'est pas prédictive de la capacité à habiter. Je pense que c'est ça la dimension politique du programme. C'est effectivement de ne pas... c'est l'aspect inconditionnel de l'accès au logement. Par rapport au pacte, vous demandiez quels sont les facteurs défavorables à la dissémination. Alors, les facteurs défavorables à la dissémination, il y en a énormément. Il y en a qui tiennent à la structure justement des politiques actuelles, qui ne sont pas massivement tournés vers les éléments du modèle. Donc, il y a une inertie. Il faut effectivement une forte volonté politique, je pense, au niveau national, mais aussi au niveau local, pour que ce programme vive, même s'il vit sous une autre forme, hein, pas forcément sur le maintien des équipes actuelles, hein, ça peut prendre d'autres formes. Il est évident que s'il n'y a pas d'engagement politique au niveau national et local, ça deviendra peut-être une technique d'ingénierie médico-sociale, mais qui sera effectivement confinée ou restreinte à la sphère professionnelle. Il y a quand même... Disons, on a dans notre parc déjà des personnes, on a déjà un public qui a les mêmes caractéristiques, entre guillemets, que celles qui rentrent dans le programme. En fait, quand je disais que les facteurs de dissémination, c'est aussi tous les partenariats qui existent sur le logement et la santé mentale en France. C'est parce que depuis 5-6 ans, je ne sais pas, je pourrais citer 80 expériences locales de partenariat entre des bailleurs publics, des services de psychiatrie, des associations de tutelle sous l'égide des élus locaux, parce que c'est quand même beaucoup sous l'impulsion des élus locaux qu'il y a eu, c'est des espaces de concertation qui ont généré des groupes de travail sur le logement et la santé mentale. C'est le cas à Marseille, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Brest, c'est le cas à Reims, avec une multitude de stratégies sur le logement et la santé mentale qui ne sont pas forcément des stratégies d'accompagnement, mais qui sont plutôt des engagements réciproques à travailler ensemble entre un service de psychiatrie, un bailleur, le conseil général et un service de psychiatrie sous l'égide de la mairie. Mais ça peut aussi prendre la forme d'une priorisation dans l'accès au logement, dans les plans locaux d'urbanisme d'un public dit en situation de handicap psychique. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et ce que je constate, c'est depuis 6 ans, la multiplication des expériences. Alors, elles ne sont pas forcément documentées de manière exhaustive, mais elles sont franchement montantes.
Et elles peuvent prendre une forme qui pourrait se rapprocher d'un chez-soi d'abord, au sens où traditionnellement les appartements, par exemple associatifs, qui ont été portés par une partie de la psychiatrie qui cherchait des solutions alternatives à l'hospitalisation, mais pour lesquelles bien souvent l'accès était conditionné à un contrat de soins, la personne s'engageait à se soigner. On a aujourd'hui des formes qui sont moins conditionnées, qui existent, comme voilà, l'engagement, c'est l'engagement de la psychiatrie à suivre les personnes et aller à domicile. Mais ce n'est pas un engagement, j'ai envie de dire, individuel, par tête, avec un contrat de soins qui va avec l'accès à un logement. Donc ça, ce sont des formes de dissémination, ou en tout cas, c'est plutôt que le programme rejoint des expériences existantes. Tout ne part pas du programme Un chez soi d'abord. On n'est pas complètement... voilà, il y a une histoire, et donc ça fait écho aux façons de travailler, je pense, des équipes. Sur le rétablissement, c'est déjà un peu moins net. Merci. Sylvain Mathieu. Oui, juste une intervention qui fait bien la suite de ce qui vient d'être dit. J'ai entendu la question sur la suite d'une certaine manière et sur la reprise politique de cette expérimentation. Et la question, c'était comment on fait. Mais d'une certaine manière, là, on est en train de faire. C'est-à-dire qu'en essayant de communiquer autour, en donnant des éléments de résultat, en faisant venir aussi des parlementaires et des ministres autour de cette question, on est en train, d'une certaine manière aussi, de disséminer. La question qui se pose, c'est bien celle de la construction d'une politique publique future. Donc il faut... voilà, ça ne se monte pas du jour au lendemain, c'est aussi des phénomènes d'appropriation des différents politiques qui sont à construire, mais l'expérimentation et la démarche qui est prise, c'est la bonne. C'est, voilà, on essaie un certain nombre de choses, on s'appuie sur un réseau d'acteurs, on s'appuie aussi sur des expérimentations qui existaient ailleurs et puis des pratiques qui étaient déjà en place, et puis on essaye de convaincre les politiques nationales, politique locale, parce que c'est tout le monde qui doit marcher dans ce sens-là pour construire voilà, une vraie politique publique qui s'insère dans le temps et qui constituera un des éléments de réponse à la lutte contre la grande exclusion et à l'ensemble des problèmes qui sont rencontrés par les personnes qui sont dans cette expérimentation. Merci Pauline Ranter pour avoir ouvert cet après-midi et suscité toutes ces questions. On va